Bonsoir à tous et à toutes, toutes les personnes qui sont dans cette salle et puis toutes les personnes qui sont aussi un petit peu partout dans le monde et qui nous suivent sur Internet ou qui nous suivront en replay. Deuxième partie de la journée est consacrée à la bande dessinée à l'Alliance française de Paris, ce soir avec Marcelino Truong, qui est quelqu'un qui est né en 1957. Je me permets de préciser sa date de naissance parce que par rapport aux événements dont il fait part, c'est intéressant de situer à quel âge il a vécu tel ou tel fait de l'histoire. Il est né aux Philippines d'une mère française, plus exactement, plus précisément malouine, et d'un papa vietnamien du Sud. Très vite, le voyage, les déplacements de son père, qui était un diplomate, va guider sa vie, des naissances aux Philippines, Washington, ensuite, puis Saïgon, puis Londres, puis Saint-Malo, puis Rochefort, on se rapproche de la France, et Paris pendant un temps assez long, et enfin de nouveau Saint-Malo dans une maison familiale, donc une sorte de retour aux sources. C'est dire que votre vie, Marcelino, c'est la vie de 3 continents. C'est la géographie de ces continents, mais c'est aussi l'histoire de ces continents, puisque c'est l'Asie avec l'Amérique et l'Europe, c'est le Vietnam, l'Indochine, avec les USA et la France. Et ce qui est intéressant, c'est que pour vous, ce sont des voyages et des situations vécues. Ce n'est pas une situation de passage. Vous êtes demeuré très longtemps dans ces lieux, vous avez eu le temps de vous imbiber de ce qui s'y passait et de s'imbiber des rencontres qui existaient entre ces pays et ces continents. Peut-être nous allons nous intéresser ce soir à quatre de vos livres. Vous les avez sous les yeux. Et je vais commencer par le dernier publié, tout simplement parce qu'il s'agit d'une autobiographie. Il s'agit d'un récit avec des documents. Il y a des gouaches, il y a des photographies de famille, il y a des documents, et il y a un récit très long. Et je pense qu'en feuilletant ce livre, on découvrira votre parcours, votre personnalité, et il me semble que ça éclairera les livres précédents. Et entrons dans celui-ci. Déjà, ce titre, si loin dans le bleu. Alors, bien sûr, il y a un sous-titre de Saïgon à Saint-Malo. Le choix de ce titre. Ça marche là? Ah, oh là là. C'est mieux. Ce titre, je crois que quand j'étais à la recherche d'un titre, je me suis souvenu du film. Comment s'appelle ce film sur le gars qui plonge en apnée? Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Et il y a une phrase dans Le Grand Bleu qui n'est pas tout à fait tournée comme ça, où il dit plus loin que le bleu, quelque chose comme ça. Enfin bon, j'ai cuisiné un peu tout ça et ça a donné ce titre. Et vous mettez quoi derrière ce titre? Je crois que il y a une certaine poésie quand on vit à Saint-Malo. J'ai la chance d'habiter derrière la grande plage de Saint-Malo, à quelques dizaines de mètres. Et donc, il y a un immense ciel. Il y a le bleu du ciel, il y a le bleu de la mer. C'est un coin qui prédispose à la rêverie. Et je suppose que c'est ça, le bleu, oui. Ça incite à la méditation, une forme de méditation, et les nuages aussi. C'est pas toujours un ciel bleu, comme vous le savez, en Bretagne. Mais j'aime aussi les ciels couverts, les ciels à travers nuages, à travers lesquels passe aussi une lumière très très forte. C'est un spectacle permanent. C'est beaucoup plus varié qu'un ciel constamment bleu. Alors, ce livre, c'est l'occasion de visiter l'histoire de votre famille. Votre arrière-arrière-grand-père paternel, vous dites, était né vers 1850, je vous cite, au sud du royaume d'Annam, et il portait un prénom qui signifie littérature.
Là, c'est un premier pas intéressant. Vous avez des aïeux qui étaient maîtres en arts martiaux, de l'autre côté des instituteurs, une autre formation. Une naissance, je le disais, à Manille, dans la cahier San Marcelino. Donc, vos parents ont levé la tête pour trouver votre prénom, ou à peu près? Oui, c'est un peu ça. On croit souvent que mon prénom est un nom italien. Non, c'est la graphie espagnole, c'est la graphie ibérique avec un seul L. Et on dit Marcelino. Il existe Marcellino en Italie, mais il paraît qu'en Italie, c'est vaguement ridicule comme prénom. C'est assez rare. Mes parents avaient vu un film qui s'appelait Marcelino Panevino, qui avait eu un certain succès en Occident, mexicain, Ouais. qui avait eu Lion d'or de Venise, je crois, en 1950, et qui avait eu un certain succès dans le monde catholique. Il y en a même eu une adaptation en dessin animé dans les années 90 qui passait le matin sur TF1, et les enfants regardaient ça, cette animation, cette adaptation s'appelle Marcelino, si bien que quand j'allais voir mes filles à l'école élémentaire à côté, ceux des enfants qui savaient que c'était mon prénom disaient Marcelino, Marcelino, parce qu'ils regardaient cette série. Donc c'est ça qui a motivé mes parents. Nous avons tous dans la famille des prénoms, un prénom vietnamien et un prénom français, parce que après l'indépendance, l'État du Sud, la République du Vietnam, exigeait que les enfants de nationalité vietnamienne portent un prénom vietnamien. Fini les Georges et Alphonse, ces prénoms français ou chrétiens. On voulait des noms vietnamiens. Donc nous avons tous les deux. Mon prénom vietnamien étant le LUC, c'est l'homonyme de Luc, le prénom français. Mais on m'appelle toujours Marcelino. Votre famille, si vous deviez nous la présenter, plutôt, alors je disais, des lettrés, des maîtres d'arts martiaux, quel type de famille? Le maître en arts martiaux, moi, c'était l'arrière-grand-père de mon père. Je ne l'ai pas connu, évidemment. Lui, il l'a connu quand il était enfant, mais il a fallu attendre bien longtemps qu'on me parle de cet ancêtre, de cet aïeul. Pourtant, ça m'aurait beaucoup enchanté d'avoir un ancêtre maître en arts martiaux, mais je l'ai appris sur le tard. Lui, c'était probablement un Vietnamien d'origine chinoise. Truong, mon nom de famille, est un nom d'origine chinoise. C'est la transcription de Chang. Je ne sais pas le dire, je n'ai pas étudié le chinois. Z-H-A-N-G, un prénom très courant, comme le réalisateur Chang Jimou, là. Et quand vous voyez un générique d'un film chinois défiler, je vois au moins 10 Chang à chaque fois. Et les Chinois qui se sont installés au Vietnam ont modifié leur nom, c'est devenu Truong. Il y a eu beaucoup de Chinois qui ont fui la Chine lorsque les Ming ont été balayés par les Mandchous. Et au cours des siècles, certains sont partis tout de suite, d'autres sont partis plus tard, mais ils se sont dispersés en Asie du Sud-Est. Ça a créé une sorte de petite diaspora. Mais en général, ils se sont fondus dans le décor, et nous sommes des descendants de Chinois ayant fui la Chine à la suite de la prise du pouvoir par les Mandchous, parmi lesquels des soldats, des militaires, dont probablement cet ancêtre. Mais c'est le seul cas. Après, tous ceux qui lui ont succédé étaient plutôt des maîtres d'école. Lettrés, c'est peut-être un grand mot. Des gens instruits, mais déjà dans ce pays-là, à l'époque, être maître d'école, comme nos instituteurs d'autrefois, c'était déjà quelque chose. Le papa que l'on voit, que vous avez fait le portrait, interprète, diplomate, vous dites de lui érudit et affable. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, mon père était l'aîné d'une fratrie de 4, fils et filles d'instituteurs. Mon grand-père était instituteur. Ma grand-mère, hélas,
Mon père disait que ma grand-mère était très intelligente et qu'elle aurait dû faire des études, mais ça ne se faisait pas à l'époque. C'était les garçons qu'on envoyait, ceux qui étaient doués pour ce genre de choses. Donc, mon père étant bon élève, après des études d'abord à Saigon, dans des écoles françaises, notamment une école avec un nom pittoresque qui s'appelait le Lycéum Paul Doumer, et a demandé, après s'être converti au catholicisme avec sa famille à l'âge de 12 ans, il a demandé à rejoindre d'autres cousins dans une école assez connue au Vietnam de l'époque qui s'appelait la Providence, l'institution de la Providence, qui se trouvait à Hue, au centre, et une école tenue par les pères des missions étrangères de Paris, dont le siège se trouve non loin d'ici, rue du Bac. Les missions étrangères de Paris, c'était les successeurs des jésuites et au moins aussi érudits. Et ils ont joué un grand rôle quand même dans, la, dans les institutions, dans les écoles. Toutes les écoles n'étaient pas religieuses, mais cette école-là, comme d'autres, ont formé pas mal de monde, et aussi bien des Vietnamiens que des Français. Et mon père a passé ses 3 années de lycée dans cette école où il a trouvé son équilibre. Il en parlait toujours avec beaucoup d'émotion. Grâce à des profs par la suite, en 46-47, un couple de profs à Saigon, il a été envoyé avec cousins et frères et cousins, boursiers, étudier, lui à Paris, les autres en Belgique, à l'Université catholique de Louvain. Donc, là encore, mon père, comment dire, c'était lui, il a inauguré le style étudiant studieux. Il était à la Sorbonne au début, il faisait en même temps anglais et lettres modernes. Et contrairement à beaucoup de Vietnamiens, c'était un littéraire. Souvent, les Vietnamiens qui venaient, c'était pour faire médecine, par exemple, ou tenter les concours et école des mines, ou si possible, hein. Les Vietnamiens de ce milieu ne jurent que par les grandes écoles, les diplômes. Ce n'est pas uniquement pour la frime, c'est un objectif, c'est une ambition. Et puis, ce sont de bonnes écoles. Donc, après la Sorbonne, papa, muni de ses DEA, s'est présenté à Sciences Po en intégrant directement la 2e année. Et il a fini son parcours en faisant relations internationales, une section qui accueillait beaucoup d'étrangers. C'est ce qui l'a amené par la suite, ce que je disais, à Washington comme conseiller culturel. Alors, il y a eu tout un parcours avant, parce que là, mes parents se sont mariés en 1950, en pleine guerre d'Indochine. Mes parents se sont rencontrés à Paris, étudiants. Ma mère bretonne, enfin, ma mère n'était pas vraiment bretonne, elle est née en Bretagne, mais ses parents étaient charentais et normands. Elle est venue à Paris parce qu'elle voulait s'éloigner de sa famille. Elle aurait dû aller à Rennes. Et à Paris, elle a rencontré ce jeune étudiant vietnamien. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés en 50, en pleine guerre d'Indochine. Donc au début, papa a travaillé pour ce qu'on appelait l'État du Vietnam, c'est-à-dire on ignore souvent que la France, ayant compris le désir d'indépendance des Vietnamiens, s'opposait aux communistes vietnamiens menés par Ho Chi Minh, mais ils ont voulu offrir aux Vietnamiens une autre option, une option plus, disons, plus droitière, mais qui avait vocation à évoluer vers une démocratie pluraliste semblable à celle que nous avons. C'est-à-dire qu'on aiderait les Vietnamiens non communistes à construire un État, ce qu'on appelle maintenant nation building, avec l'aide de la France, et en pleine guerre, l'idée étant de proposer une autre forme d'indépendance aux Vietnamiens. Mais les Français avaient accordé l'indépendance aux Vietnamiens. On l'oublie trop souvent. Bien sûr, les détracteurs de tout ce que peut faire la droite française en Indochine diront que c'était bidon, que Bao Dai, puisque c'était lui le chef de l'État du Vietnam, était un fantoche, qu'il était la marionnette des Français. Tout ça était facile à faire. Mais il se trouve qu'il y a eu des Vietnamiens pour y croire, et qui n'étaient pas des fascistes. Mon père admirait plutôt le régime parlementaire anglais, certainement pas les nazis ni les fascistes italiens. Et il y a eu beaucoup de Vietnamiens
sortant des écoles françaises surtout, qui ont rêvé de ça pour le Vietnam, d'un État prenant modèle sur ce que la France et l'Occident avaient de mieux, qu'on sait faire quand même ici, et qui serait peut-être un peu autoritaire au début, mais qui évoluerait, comme par exemple Taïwan l'a fait, vers quelque chose de pluraliste. Et votre père, donc, et c'est à ça qu'il a participé, c'est ça qu'il a mené dans tous ces pays après. Jusqu'au moment où il devient l'interprète du président Diem, c'est-à-dire il est très proche du sommet du pouvoir. Donc. Alors, ça, c'est lorsque je suis obligé de revenir en arrière, je suis né aux Philippines. C'était le premier poste à l'étranger de papa. C'était même pas une ambassade, c'était ce qu'on appelle une délégation, c'était un tout petit truc. Mais les Philippines étaient importantes quand même parce qu'elles faisaient partie de l'OTAS, c'est-à-dire l'OTAN en Asie. Nous sommes en pleine guerre froide. Hein. Et donc, l'OTAN a une extension asiatique. Après les Philippines, il est nommé à Washington de 58 à 61. 60, novembre 60, Kennedy est élu, ce président si populaire en France. Kennedy est élu et Kennedy, dans son discours inaugural, annonce en janvier 61 que les États-Unis, les démocrates, vont se faire les défenseurs du monde libre et voler au secours de toutes ces nations, souvent d'anciennes colonies, qui sont menacées par ce que Kennedy lui-même appelle the red tide of communism, la marée rouge du communisme. Là encore, on est en pleine guerre froide. C'est l'époque de Cuba, les missiles, tout ça. C'est pour ça que papa a été rappelé à Saigon. En juillet 61, nous sommes arrivés à Saigon. Moi, c'était la première fois parce que la République du Vietnam avait besoin de hauts fonctionnaires connaissant les Américains, parlant leur langue, et surtout connaissant les cercles aux États-Unis, et notamment à Washington, mais pas qu'à Washington, dans certaines universités, qui s'intéressaient à ce petit pays, le Vietnam. C'est pour ça qu'il était précieux. Donc, en arrivant, il n'avait pas vraiment de job défini, si bien que le président appelait le matin. On n'avait pas encore de logement, on habitait chez nos grands-parents. Et je me précipitais vers le téléphone dès que le téléphone sonnait, parce que une fois, j'avais décroché, c'était le président lui-même qui appelait en français, qui disait « Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Khan, s'il vous plaît ?» Je dis « Oui, oui. » Et donc, à chaque fois, après, j'espérais que ça serait lui encore, qui demandait à papa de venir au palais, l'ancien palais du gouverneur général de l'Indochine française, devenu palais de l'indépendance en 1954, où le président s'était installé. Donc, papa filait au palais à 6 heures du matin. On commence tôt là-bas, il fait chaud, donc on démarre tôt, pour être l'interprète assis sur une chaise droite entre le président et son interlocuteur anglophone, homme politique, journaliste, militaire, ecclésiastique, tout ce que vous voulez. Et papa traduisait la conversation parce que le président comprenait bien l'américain, il avait séjourné aux États-Unis, mais il préférait être traduit pour éviter les malentendus. Donc papa a fait ça pendant un certain temps. Le papa, la maman. Alors j'ai choisi cette photo, une photo, parce que dans votre livre, il y a des gouaches, mais il y a aussi des photos, des documents. Donc je voulais montrer la diversité des apports. Cette femme, donc votre mère, elle est plutôt fragile, elle a fait pas mal de dépression. Et vous dites d'elle, ma mère avait le bonheur difficile. Oui, pas de chance pour maman. Ma mère était très, 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 très belle. Elle avait le bonheur difficile. Je crois qu'elle a été heureuse dans la première partie de sa vie, mais malheureusement, ses malheurs ont commencé à ma naissance. Parce qu'à ma naissance, maman a fait une dépression postnatale, ça arrive, dépression postpartum, je sais pas comment on appelle ça. Mais dans mon cas, enfin, à ce moment-là, on était aux Philippines et ça a été un déclencheur. C'était au-delà de la dépression postpartum. Maman a tellement déliré qu'on l'a crue folle. Et d'ailleurs, un des aspects, une des expressions de sa folie passagère était qu'elle s'était prise pour une sainte.
ça m'a toujours étonné, mais dans le contexte très catholique des Philippines, on comprend mieux quand on lit les lettres qu'elle avait écrites avant pour donner des nouvelles à ses parents restés en France. Elle parle d'une procession qu'elle a vue. Là, c'est le catholicisme style ibérique, quoi, avec des Christ en croix qui pleurent, enfin des miracles. C'est pas du tout. C'est très processionnaire, c'est très visuel. Et ça l'avait peut-être marqué. Mais j'ai lu par la suite des livres sur la maniaco-dépression et il est très courant que les malades dans des phases maniaques, comme on dit, se prennent pour un saint ou pour Napoléon ou pour d'autres figures comme ça, des martyrs ou des héros. C'est pas du tout unique. Mais ça, je l'ai appris longtemps après. Votre mère avait une fibre artistique, la peinture, le dessin, la musique. Vous lui devez cela un petit peu? Probablement parce que du côté de papa, c'est plutôt donc c'est l'étude, Ouais. c'est l'étude. Euh, les parents de sa mère, donc les grands-parents maternels du Vietnam, étaient orfèvres. Il y a un côté artisan là. Eux aussi, c'était des gens deuxième génération, mais d'origine chinoise. On dit que l'orfèvrerie est un métier commode pour les gens qui ont besoin de s'exiler. Parce que c'est un art, je ne sais pas si c'est facile, mais le nécessaire pour travailler est relativement compact. La forge pour un orfèvre n'est pas énorme. Et on peut se trimballer avec une petite quantité d'or et démarrer dans son nouveau pays. Pas besoin de savoir faire des discours. Ce serait un métier qu'on apprend avant de partir clandestinement. En tout cas, c'était leur métier. Donc il y a ça, mais c'est du côté de maman que je pense nous vient à nous tous nos petits dons pour le dessin ou pour la musique. Petits dons qu'après, il faut cultiver, bien sûr. C'est des dons, mais c'est comme il y a des gens qui sont doués en foot, c'est pas mon cas. Ils pratiquent tous les jours, quoi. Il faut beaucoup de pratique. Et ça vient certainement de maman, parce que elle avait cette fragilité. C'est la maniaco-dépression après qui s'est installée, qui était due certainement à des blessures plus anciennes. C'est un peu comme elle était comme un vase fêlé, un beau vase, mais dont on ne voit pas les fêlures. Mais le côté artistique était très développé. Malheureusement, elle n'a pas pu persévérer souvent, faute d'énergie. D'abord, elle a élevé 4 enfants, assez turbulents parfois, et puis sa maladie l'a plombée. Il y a aussi le fait que dans cette génération, sa mère elle-même était instite, dans cette génération, on ne s'autorisait peut-être pas à se déclarer artiste. Peut-être que c'était pour les grandes bourgeoises, ça, de s'autoriser ce genre de posture. Ma mère venait d'un milieu laborieux, industrieux. L'art, c'est pas très sérieux. On ne connaissait, nous, que les peintres maudits. Elle adorait Gauguin ou Van Gogh, comme par hasard, des peintres maudits. On ne connaissait pas chez nous les métiers artistiques. Donc, nos dons nous viennent certainement d'elle, mais c'était pas identifié, c'était méconnu un peu. Il y a ces deux parents, puis après il y a votre parcours personnel. C'est donc, je le disais tout à l'heure, c'est Saint-Malo, c'est Paris, et puis il y a l'escale qui va être importante pour vous, c'est Rochefort, c'est la marine. Vous allez être engagé dans la marine, vous allez peu naviguer, mais ça sera un passage important. Alors, j'ai fait tout simplement mon service national à 23 ans, à la fin de mon sursis. Et j'espérais, à l'époque, j'avais envie comme tout le monde, à l'époque, j'essayais de trouver une planque. C'était pas très glorieux, mais c'était l'esprit de l'époque. Hein, l'antimilitarisme était très présent. J'avoue que moi, au fond, j'étais pas antimilitariste, moi, du tout. J'étais curieux de voir cette armée française qu'on avait eue au Vietnam. Mais ça faisait pas très cool d'être comme ça, donc je taisais ça. Et quand le moment est venu, j'avais fait Sciences Po, et c'est un
un des cadres à Sciences Po qui m'avait soufflé que la marine aimait bien les Sciences Po. Et donc, je me suis renseigné. Il existait on recrutait des aspirants. Ça s'appelait interprète transmission. J'ai voulu faire ça au début, il n'y avait plus de place. Donc on m'a dit, en revanche, on peut vous prendre comme aspirant enseignant. Ça, c'était le titre valorisant, mais on nous appelait surtout les feutrons dans la marine. C'était un peu pour se moquer de nous. Mais bon, j'ai pu intégrer la marine comme aspirant, c'est-à-dire le premier grade d'officier, au bout de 9 jours de classe, qui est très court, à Toulon, le temps de vous couper les cheveux, de vous apprendre les grades, 2 ou 3 trucs importants, et de vous habiller convenablement, pour que vous ne fassiez pas rire l'équipage. Et après, je me suis retrouvé à Rochefort, où il y avait une grande base aéronavale, une base école, avec une quarantaine d'aspirants, mais la plupart étaient des ingénieurs. Moi, j'étais un des seuls littéraires. On était 2 littéraires. D'ailleurs, il y en avait un qui était agrégé de lettres classiques et qui enseigne au collège Stanislas à côté. Aubry, mon copain Aubry. La marine, pour moi, fut une étape, une sorte de répit dans mes études, pendant lequel j'étais décidé à ne pas m'ennuyer, pas perdre mon temps. Donc, on m'avait affecté à l'école des Mousses. J'avais donc de jeunes engagés de 16 ans, la plupart du temps en difficulté scolaire, répartis en 4 groupes, et j'étais chargé de leur enseigner l'histoire, l'anglais et la géographie. J'ai vite, avec l'accord du capitaine Squarneck, un breton évidemment, avec une grande barbe, qui commandait l'école des Mousses, lui-même ancien Mousse, j'ai obtenu l'autorisation de me concentrer sur l'histoire de la marine. Et ça m'a intéressé. Je découvrais 3 jours avant de faire un cours devant les Mousses. Et j'illustre, pour m'occuper aussi, je faisais des sortes de polycopiés, comme à Sciences Po, mais illustrés et rédigés à la main, que je distribuais ensuite à mes Mousses. Ça m'occupait, je pouvais les faire imprimer librement à l'imprimerie de la base. Et ça a fait naître en moi l'idée que, tiens, ça j'aime bien, écrire, dessiner, les deux me plaisent. Et c'est peut-être ça que je savais que je dessinais déjà, mais ce n'était pas pris au sérieux. Je ne m'autorisais pas à prendre ça au sérieux. Et en sortant de la marine, quand j'ai dit à mon père que j'aimerais bien changer de voie et faire de la bande dessinée, puisque la bande dessinée allie texte et dessin, sa réponse fut celle d'un lettré vietnamien. Il m'a dit, si tu veux, je te paye encore une année d'études pour préparer l'agrégation d'anglais. Ça m'étonnerait que tu sois reçu parce que c'est difficile, mais je suis prêt à faire cet effort. Et comme je ne connaissais personne dans le milieu, je ne savais pas qu'on pouvait se prendre un rendez-vous dans une maison d'édition, dans un magazine, dans une rue, avec la directrice artistique ou le directeur artistique se pointait avec ses dessins dans un carton. Personne ne vous demandait ce que vous avez fait comme études, comme école d'art. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. J'ai rempilé pour une année d'études. J'ai été reçu, j'ai enseigné 1 an. Je n'ai pas du tout aimé enseigner l'anglais parce qu'il faut se lever tôt en France pour enseigner l'anglais. Il y a une sorte de résistance. C'est la même chose chez les Anglais, hein, vis-à-vis du français. Mais c'est à la fin de cette année que j'ai pris un congé sans solde, comme on dit dans la fonction publique, et je suis déserteur de l'enseignement de l'éducation nationale depuis 1982. Et vous êtes lancé je me suis lancé dans le dessin. Dans le dessin. Ce qui fut très effrayant d'ailleurs. Et vous n'avez pas fait d'école de dessin. Vous dites à un moment, la mer est ma seule école d'art. La mer est ma... C'est bien pompeux ça. Ah bah, j'ai dit ça, moi. Vous l'avez même écrit. Je suis un marin d'eau douce, moi. Je vais plonger de temps en temps, mais je prends de la notamine, hein, sinon je vais avoir le mal de mer. Je ne me rappelais pas que j'avais dit ça. C'est un moyen de dire que vous n'avez pas fait une école de Non, je n'ai pas fait d'école. Vous savez, je crois que c'est une chance de faire une école d'art. J'aurais certainement aimé ça. Mais j'ai animé quelques ateliers dans certaines écoles d'art. Je trouve qu'on glande un peu dans les écoles d'art. Ouais, c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas fait d'école non plus. Hein, vous savez, moi, ma technique, je peux vous l'enseigner en un après-midi.
Vraiment, vraiment, je plaisante pas. Il y a du Après, travail. c'est que de la valeur ajoutée. C'est vous qui faites le boulot. Mais la technique même, quel papier, quelle gouache, comment faire des ciels, comment faire ce qu'on appelle des réserves. Il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'études d'art. Les écoles d'art sont formidables pour mûrir doucement à l'abri de la nécessité de gagner de l'argent, aussi s'essayer à plein de techniques et se créer un réseau d'amis qui ensuite s'épauleront quand on se lancera dans la vie active. Ce que je n'avais pas, moi. Mais autrement, je trouve qu'ils se tournent les pouces royalement. Mais tant mieux, hein. Alors, C'est on va bien que ça poursuivre existe. le voyage littéraire, on va abandonner l'autobiographie qui est donc très, très composite de gouaches, de dessins, de documents divers, de photos, on a vu, et passer à deux livres qui sont jumeaux, une sorte de diptyque, très largement autobiographique, avec un premier découpage, Saïgon 1961-1963, une si jolie petite guerre, et puis de l'autre côté, Londres 1963-1975, Give Peace a Chance. Pourquoi ce découpage historique? Alors, c'est le découpage de l'histoire, de la grande histoire, on le comprend, mais pourquoi vous avez choisi ces dates, vous, pour faire ces deux volumes? Alors, c'est tout simple. 61-63, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Nous sommes arrivés à Saïgon en juillet 61 en venant des États-Unis. Et nous avons quitté Saïgon en fin juillet 63. Voilà pour et je tenais à raconter cette histoire parce que même si nous ne sommes restés que 2 ans, mais ces 2 années m'ont profondément marqué. J'ai beaucoup aimé vivre au Vietnam, même dans ce climat de guerre naissante. Et il y avait très peu on connaissait peu cette période, celle où les Américains sont environ 900 conseillers militaires en 1961 à Saigon. Donc, c'est pas grand-chose. Saigon et tout le Vietnam, pardon. Alors qu'en fin 63, mi-63, quand nous partirons, ils sont 14 000. Ça, c'est grâce aux efforts de Kennedy, qui a voulu aider les Vietnamiens. Et, mais en Occident, on a commencé à parler du Vietnam malheureusement tous les jours à partir de 65, quand Johnson, le vice-président ayant succédé à Kennedy après l'assassinat de celui-ci, a paniqué et a envoyé le contingent. À partir de ce moment-là, la guerre du Vietnam était à la première page, malheureusement, tous les jours. C'est devenu ce qu'on appelle en anglais the living room war, la guerre qu'on regarde en dînant à 20 heures. Je vois l'histoire, mais pourquoi vous avoir choisi cela pour raconter, certes, la grande histoire, mais aussi votre histoire familiale? Parce que c'est une histoire vécue à hauteur d'une famille. Oui. On est dans la grande histoire, on côtoie effectivement Kennedy, Diem, Ho Chi Minh, mais on côtoie aussi papa, maman, le couple de serviteurs. On est à hauteur de famille. Oui, parce que je ne voulais pas faire un bouquin d'histoire. Je voulais raconter notre vie quotidienne. Et alors, je n'avais que 6 ans quand nous sommes partis. Donc, j'ai oublié plein de trucs. Mais heureusement, maman, qui écrivait bien, encore un autre talent qu'elle avait, elle écrivait volontairement. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, on n'appelait pas pour un oui ou pour un non. Et on écrivait sur du papier par avion, là. Et maman écrivait au moins une fois par semaine à ses parents à Saint-Malo. Et on gardait tout à cette époque-là. Mes grands-parents ont conservé pieusement toutes les lettres de maman, quels que soient les pays où elle habitait. Et j'ai pu retrouver toutes ces lettres, souvent avec leur timbre. Parfois, il en manquait parce que quelqu'un avait demandé est-ce que les timbres vietnamiens, on leur avait donné. Mais sinon, il y avait les timbres qui eux-mêmes étaient très, très parlants. Ils en disaient long sur les projets gouvernementaux. C'était une manière de propagande. Et maman racontait en détail notre vie quotidienne, l'école, l'appartement, et aussi le travail de son mari et le contexte politique, ne serait-ce que pour rassurer ses parents en disant oui, vous avez dû entendre dans Paris Match parler de l'attentat, de ceci, mais ne vous inquiétez pas, c'était rien du tout. J'avais envie de raconter ça de la manière dont nous l'avions vécu,
à notre niveau. Vous aviez le projet des 2 livres d'entrée. Au début, vous savez, les éditeurs sont plus lents. J'avais travaillé comme illustrateur pendant, ça c'est 2010, j'avais au moins 20 ans d'expérience avant de me lancer là-dedans. Parce qu'on prend un risque hein, quand on fait un boulot. Ça prend 3 ans un bouquin comme ça. On prend un gros risque, on peut se planter gravement et pour pas beaucoup de sous. Je ne suis pas en train de me plaindre, hein, mais les moyens qu'on vous donne dans le monde de l'édition, à moins que vous ne soyez quelqu'un qui vend des quantités de livres, sont très limités. La Valoir que j'ai reçue pour chacun de ces romans graphiques s'élevait à 15 000 euros. Donc faites le calcul pour 3 ans de boulot, ce n'est pas l'affaire du siècle. Ceci étant, nous faisons des livres parce que nous pensons que nous avons quelque chose à dire, sinon on ne ferait jamais tous ces efforts. Et le second est né parce que le premier n'avait pas trop mal marché, c'est l'éditeur qui m'a proposé de faire une suite. Il n'y avait pas de projet de suite initialement. Alors, on va feuilleter le premier. Et dès certaines images, on s'aperçoit d'une sorte de contraste. Vous enlevez le personnage de gauche, les inscriptions, on peut être dans une capitale occidentale ou peu s'en faut, et on est à Saïgon. Oui, on est très précisément vers le milieu de la rue Katina. À droite, vous avez le célèbre hôtel et restaurant, enfin un bar plutôt, terrasse Continental Saïgon. C'est très très bien décrit par un monsieur qui est encore en vie, qui s'appelle monsieur Philippe Franchini, d'origine corse. Sa mère était sino-vietnamienne, monsieur Franchini était corse. Et c'était une institution continentale. Les correspondants étrangers, déjà pendant la guerre d'Indochine, ou les Français ou les militaires, allaient souvent boire un verre au Continental. Les correspondants y habitaient. Et en face, il y avait un magasin, une boutique glace et Givral. J'ai une amie qui est là, qui a bien connu Givral. Et donc là, on est en train de marcher en plein centre. Oui, Saïgon était une ville. Saïgon est une ville qui a été largement construite par les Français et les Vietnamiens. Et c'était une ville récente. Saïgon est une ville qui a un peu plus de 300 ans. Le berceau de la culture vietnamienne, c'est le nord, et dont la capitale est Hanoï. Au centre, vous avez une capitale récente aussi, qui date du début du 19e. Et Saïgon, encore plus récent. Saïgon est un port, c'est un lieu de commerce qui n'a pas la prétention d'être autre chose et qui par nature est ouverte vers le monde extérieur. Je comparerais Saïgon à des ports comme Beyrouth ou comme Smyrne ou comme Alexandrie. C'était des villes francophones tournées vers l'Occident qui n'avaient pas la prétention d'être le centre des arts et des lettres. Ça, c'est Hanoï et Hue. Saïgon était une ville tournée vers l'Occident. Je disais contraste aussi parce que le propos du papa qui parle du petit chose d'Alphonse Daudet, on est quand même à Saïgon. Et je me trompe ou pas, la guerre est là, elle est alentour, et on n'a pas l'impression de la guerre, justement. Or, elle est là, vous allez le dire un peu plus loin, mais... Oui, c'était comme ça, à Saïgon. Vous savez, un jour, j'ai participé à une manif quand j'étais jeune qui avait lieu place Sèvres Babylone. Une grosse manif où ça a bien pété, comme on dit. Et 2 rues plus loin, on n'entendait rien. Donc, dans une ville, les sons sont souvent arrêtés. Donc, à Saïgon, vous pouviez être dans un endroit où 600 mètres, il y avait une explosion parce que quelqu'un avait eu la bonne idée de balancer une grenade dans un cinéma fréquenté par les conseillers américains. Ou alors, ça pouvait être... là, cette affaire-là, c'était même pas les adversaires de la République du Vietnam, les adversaires vietnamiens communistes, souvent, pas toujours, mais souvent, c'était 2 pilotes de l'armée sud-vietnamienne, de la base aérienne au nord de Saïgon, qui s'étaient mis en tête que
la famille présidentielle, parce qu'il y avait le président, mais il y avait son frère, sa belle-sœur. On a reproché à cette famille de pratiquer le népotisme. C'était une erreur, il n'aurait pas dû faire ça. Mais le président s'entourait de son clan. Le côté clanique, c'est très vietnamien, hein, l'esprit de clan. Donc, 2 pilotes s'étaient mis en tête d'aller bombarder le palais pour assassiner le président avec un peu de chance et, si possible, sa famille, l'entourage. Manque de peau, ils se sont trompés d'aile, ils ont bombardé la mauvaise aile. Mais ça se déroulait, nous on habitait en plein centre-ville, et c'est comme si, nous on est là, c'est comme si on bombardait le palais du Luxembourg, tout près. Donc on entend très très bien ce qui se passe, et ça vous fiche une bonne trouille parce que les avions passent juste au-dessus. À chaque fois qu'il y a les répétitions pour le 14 juillet à Paris, quand j'habitais Paris, quand on entend les avions en réaction qui passent juste au-dessus de Paris, on baisse un peu la tête parce que c'est très fort, on a l'impression qu'ils sont juste au-dessus, c'était un peu la même. Sauf que là, ils se tiraient dessus aussi parce qu'à la suite de leur tentative, la garde présidentielle et les bateaux du port ont reçu l'ordre de tirer sur ces 2 avions félons. Et il y a d'autres avions de la même base qui ont décollé pour abattre les 2 gros vilains là, dont un est fini en prison et l'autre a fui vers le Cambodge. Donc, non seulement on luttait contre un adversaire communiste, pour faire simple, mais il y avait aussi au sein de l'armée un esprit de fronde. J'aimerais vous entendre, on vous a entendu sur vos parents, mais avant, j'aimerais vous entendre, c'est pas l'illustration, je pensais qu'on l'avait, sur Shuba et Shihai. C'est ces 2 personnes qui s'occupaient de vous, un couple qui s'occupait des enfants à la maison, un homme et une femme. Donc, vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, on dit Tiu en vietnamien. Tiu, ça veut dire tonton. Et Ko, Tin, c'est tata. En vietnamien, on aime bien, on a monsieur, madame, on a tout ça. Et dès qu'une certaine familiarité s'instaure entre les gens, on aime le plus vite possible attribuer à quelqu'un une place fictive dans la famille. Bon, tout ami qui est très digne et qui mérite respect, on va l'appeler Bac, comme Bacro, comme l'oncle Ho. Ça vient de là, oncle Ho. Il n'est pas le frère aîné de votre père, mais il a droit à ce déballage de respect. S'il est plus familier, que c'est le frère de votre père et qu'il est gentil, on l'appellera tonton, qui se dit Tiu en vietnamien. Et les domestiques, les gens qui viennent aider à la maison domestique, ça fait frémir de nos jours. Mais les aidants, les personnes qui sont recrutées pour aider, sont vite appelés Tiu, et c'est souvent Tiu numéro 3 et tante numéro 2. C'est commun. J'ignore le vrai prénom de Tiuba. Pourtant, on le voyait tous les jours, on le voyait beaucoup plus que papa Tiuba, on le voyait. Vous ne savez pas ce qu'ils sont devenus? Non, je sais qu'on a demandé, quand nous avons quitté le Vietnam pour l'Angleterre, nous avions encore nos grands-parents vietnamiens là-bas. Donc, c'est par eux qu'on avait eu connaissance de Tiuba et sa femme. C'est souvent comme ça, c'est la famille qui vous aide à recruter. Et on a appris qu'il avait il a fini par être enrôlé dans l'armée sud-vietnamienne, bien qu'il ait au moins 5 enfants. Malheureusement, après, on a perdu le fil. C'est ce que vous racontez. On a perdu le fil. Mais on aimait beaucoup Tiuba et Tihai parce que c'était les personnes les plus proches de nous au quotidien et qu'ils étaient sympas, ils étaient vraiment gentils. Vous emmenez au cinéma. Et oui, maman, qui était souvent un peu dépassée, je comprends, elle avait 4 enfants, donc dans ce contexte qui l'effrayait beaucoup. Hein. Cette affaire-là, ça ne l'a pas amusée. Hein. Elle venait de mettre au monde un enfant qui avait 1 mois. Donc, ce n'est pas très drôle quand même. Et donc, pour nous occuper, après la sieste obligatoire de l'après-midi, parce qu'il fait très chaud, elle était bien contente quand Tiuba nous emmenait au cinéma.
Et elle aurait préféré qu'on aille voir La Princesse de Clèves ou Ben-Hur, mais Tuba souvent avait le choix du cinéma et il choisissait, donc on allait voir des films chinois ou des navets, beaucoup de péplum, beaucoup de films de péplum italien, massiste et ce Hercule et je sais pas quoi. Lui, il était content, nous, ça nous amusait. Et dans ces cinémas, il n'y avait pas de grenades parce qu'il n'y avait pas la climatisation et donc pas d'Américains. Donc on était tranquille. Pas de clim, pas d'Américains, Ouais, pas d'attentat. Le deuxième volume, on va passer à la langue anglaise, à Londres. Et alors, vous avez choisi un titre anglais, et non seulement ça, mais chaque chapitre porte un titre de chanson qui était en vogue à l'époque. Donc, on entend, non seulement on entend, mais on voit les Beatles, évidemment. Il y a l'album Abbey Road là, qui est en ombre de cette couverture. Mais on entend les Beatles, on entend les Rolling Stones, les Doors, on entend John Baez. Pourquoi ce choix de la langue anglaise? Vous êtes à Londres, il y a une certaine logique, mais le choix de la chanson? Parce que on est arrivé, le hasard nous a fait débarquer en Angleterre en 63, au début de la grande vague de la contre-culture pop, dont Londres était l'un des épicentres, sans doute avec San Francisco, New York et un tout petit peu Paris. Paris peut-être de manière plus politique, mais en Angleterre, c'était la contre-culture pop, c'était la musique, le cinéma aussi. Et on est arrivé au début de tout ça. Je me rappelle qu'on écoutait beaucoup la radio et je me souviens quand je jouais avec des petits soldats, c'est pas quoi, la toile de fond, c'était Petula Clark en train de chanter Downtown, mais c'était aussi Jumping Jack Flash des Stones. Enfin, on a entendu sortir toutes ces chansons extraordinaires en Angleterre qui véhiculaient aussi une idéologie. Et la guerre du Vietnam, alors à ce moment-là, surtout à partir de 65, faisait rage. Et elle était devenue un des sujets clivants qui divisait les gens au sein des sociétés occidentales, un peu comme l'avait fait la guerre d'Espagne entre 36 et 39. Vous étiez pour ou contre Franco, vous étiez pour la République ou pour Franco. La plupart des gens se disaient pour la République, mais bon, même chose pendant la guerre du Vietnam. Vous étiez contre l'impérialisme américain et les fascistes du régime de Saigon, c'était nous, ça. Merci. Et vous étiez pour les communistes de Hanoï, à qui on donnait le bon Dieu sans confession. On leur trouvait toutes les vertus. Pourquoi sans doute parce que les principaux porte-parole de l'analyse de la question du Vietnam étaient soit des communistes français ou apparentés, soit des gens de droite en France qui avaient servi en Indochine ou qui écrivaient dans le Figaro ou dans Minute. C'était les extrêmes qui s'emparaient de ce sujet et qui en faisaient leur cheval de bataille souvent. Et au milieu, il y avait plein de gens, les gentils, qui disaient « Oh là là, elle a raison, John Baez, quand elle dénonce la violence. » Ah oui, bien sûr, des bombardements américains, mais et c'était Woodstock, c'était Peace and Love. Cessons cette guerre terrible. Mais on disait rien de... C'était les Rolling Stones aussi? Oui, les Stones, ça c'est l'entrée du lycée français de Londres qui s'appelait pas encore lycée Charles de Gaulle. Et c'est l'entrée principale. J'ai pris cette photo pour dire que à Londres, vous étiez d'une certaine façon doublement marginalisé parce que l'origine vietnamienne, donc vietnamien, chinois, Oui, hein, oui, et puis français aussi quand même. Oui, c'est vrai. On était dans un petit microcosme. Et à l'époque, le lycée français de Londres, il y avait très peu de Français à Londres. Maintenant, on dit que c'est le 21e arrondissement de Paris, Londres. Mais à l'époque, non, les Français étaient rares. Et la plupart des élèves du lycée français de Londres étaient anglais ou 60 autres nationalités. Mais les gros bataillons étaient des enfants de Londres que les parents avaient choisi de mettre là plutôt que dans une public school anglaise. Ils venaient souvent de la bourgeoisie, mais c'était souvent des enfants de parents branchés qui travaillaient dans la musique, la mode, la télé. Et les parents n'allaient pas les mettre dans une public school non mixte.
Donc, le lycée français qui proposait, c'était un externat, était commode, et c'était organisé de manière à ce que vous pouviez terminer vos études secondaires, seconde, première et terminale, par le cycle purement anglais. Donc, un enfant anglais était bilingue, mais ensuite, il pouvait intégrer une université anglaise. Il ne passait pas le bac, il faisait des études anglaises. Autre, c'est vous ça? Oui, c'est moi, parce que c'est moi qui suis en train d'écouter. C'est dans Hair, ça. On a eu le. D'abord, ça a été une pièce de théâtre, Hair, pendant des mois et des mois, ensuite portée à l'écran. J'ai pas vu la pièce, mais quand l'album est sorti, bien sûr, cette chanson, plus particulièrement 3500, c'est une chanson assez glauque, assez sinistre. Dans le film, on voit des gens habillés en squelette qui font une sorte de danse macabre. Et c'est une chanson qui fait très, très directement allusion à la guerre du Vietnam et à ses horreurs, à ses duretés, et que j'avais apprises par cœur. Et je m'amusais à imiter les solos de Jimi Hendrix aussi sur ma raquette de tennis. Ouais. Ça donne quoi, les solos de Jimi Hendrix sur une guitare? Je suis très bon, surtout sur celui qui vient à la fin de Star Spangled Banner. Et puis, il y a The End, les Doors. Les Doors. Ça, c'est venu parce qu'après, en 79, il y a eu Apocalypse Now, le très grand film de Coppola. Donc, la musique pop a accompagné la guerre du Vietnam. Il y a eu des chansons directement liées à la guerre du Vietnam. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y faire allusion. Dans l'édition en langue anglaise de ce bouquin, j'ai été obligé de modifier tout ça parce que l'éditeur craignait à juste titre que les maisons de disques américaines et anglaises lui tombent dessus à bras raccourcis pour réclamer des droits d'auteur. Donc, Give Peace a Chance, qui était une idée de mon éditeur, est devenu, et ça c'est l'éditeur canadien qui a fait une très belle trouvaille, il a appelé ça Saigon Calling, ce qui est beaucoup plus proche au fond de mon propos que Give Peace a Chance. Saigon Calling, comme vous en soupçonnez peut-être, fait allusion à un album anglais des Clash qui s'appelle London Calling, le groupe The Clash, punk anglais. Et donc, pour l'édition canadienne, pardon, il a fallu virer toute allusion à la musique pop et j'ai remplacé par autre chose. Ça a fait du boulot parce que. Oui, mais c'était intéressant comme travail, c'était faisable aussi, puis il fallait le faire. The End, donc le livre suivant, on va passer à celui-ci, le dernier des quatre, la 40 hommes et 12 fusils. Cette fois, vous faites le choix de la fiction. Jusqu'à présent, vous étiez en famille, si je puis dire. Et là, pourquoi ce choix de la fiction? Pour une période que vous n'avez même pas connue enfant, cette fois, c'est l'Indochine 54. C'est encore mon éditeur, Jean-Luc Fromental, chez De Noël Graphique, qui m'a suggéré de quitter ce qu'il appelle l'autofiction, de m'aventurer en dehors de ça. Et j'ai suivi ce conseil parce que, pourquoi pas, il me disait, le test, c'est de voir si tu es capable de lâcher un peu ton histoire de famille. Et c'est un peu pénible parfois de raconter, d'être tenu par le vérisme, l'histoire familiale. C'est bien commode de s'en délivrer. Le roman, la fiction permet ça. Donc, je me suis lancé là-dedans. Nous n'avons pas vécu cette époque, mais dans les familles vietnamiennes, il y a toujours des histoires qui commencent pendant la période française, qui a pris fin avec une guerre, malheureusement. Donc, j'avais souvent entendu parler de ça. Et puis, j'ai rencontré des tas de Vietnamiens qui ont vécu cette période, qui m'ont raconté des tas de choses. D'un côté comme de l'autre. J'ai toujours tenu à partir des années 90, on a pu commencer à retourner au Vietnam. Le Vietnam s'est rouvert. Et ce fut l'occasion pour moi de rencontrer ceux des membres de ma famille, des cousins de papa, qui étaient restés au Vietnam parce qu'ils avaient choisi ce qu'ils appelaient le camp de la Révolution. Parfois très tôt, parfois dès la guerre d'Indochine. Donc là, on pouvait enfin se parler avec
une grande franchise. Bien sûr, il faisait attention à ce qu'il disait, ou alors tout simplement, ils avaient épousé cette cause-là et ils y adhéraient. Mais ils en parlaient avec sincérité et de manière souvent assez convaincante. Et pour moi, ça a été vraiment un enrichissement pour tous ces bouquins d'avoir entendu ceux d'en face. Parce que moi, j'avais entendu uniquement le côté nationaliste éclairé, parce que mon père était tout sauf un type borné, il lisait Le Monde tous les jours. C'est vous dire combien il était à droite, quoi. Bon. Donc, mais c'était intéressant d'entendre les autres. Et c'est ça qui a fait naître en moi, dès 1993, l'idée de faire quelque chose un jour sur les combattants du Viet Minh, leur donner un visage. Non pas que j'adhère à leur idéologie, mais je voulais que je peux, en lisant un livre écrit par un combattant français d'Indochine, qui y était, moi j'y étais pas, mais je peux m'offusquer parfois de voir les adversaires Viet Minh un peu caricaturés, présentés comme des robots endoctrinés. Il y avait ça, indéniablement, mais ça n'aurait pas marché aussi bien, aussi fort, s'il n'y avait eu que ça. Bien sûr, il y avait aussi des gens, beaucoup de gens très courageux, très généreux, qui ont choisi ce camp, parce que c'était risqué d'aller de ce côté-là. C'était pas confortable, le maquis. C'était très, très dur physiquement, même sans combat, sans rien. C'était du scoutisme très, très poussé. Donc, ce choix a été fait par de nombreux jeunes gens de la classe des lettrés, ou de la classe instruite en tout cas. C'est eux qui ont formé les premiers cadres du Viet Minh. Et c'est ça que je voulais raconter. Et vous choisissez un personnage qui est Minh. Et qui est-il? Et qui est-il à ce moment-là? Alors, Minh, j'ai commencé, l'histoire commence en 1953. Donc, on s'approche de la fin, mais personne ne soupçonne que c'est bientôt la fin de la présence française et des nationalistes vietnamiens au nord. Donc, 53, j'ai appris avec un peu l'expérience qu'il ne faut pas embrasser un sujet trop large. Donc, ne pas prendre l'histoire en 1945. Commencer bien plus tard. Il est artiste, c'est un jeune artiste vietnamien. Il vient de la bourgeoisie vietnamienne. Son père est haut fonctionnaire de l'État du Vietnam. Et il rêve de partir en France, visiter Juliette Gréco, Saint-Germain-des-Prés. Aller à Saint-Germain, entendre Juliette Gréco, visiter l'Italie. Il rêve de voyager comme tous les jeunes aujourd'hui. Il n'a aucune envie d'aller faire la guerre, mais il sera rattrapé par le service militaire du côté nationaliste. Et ça, bien sûr, il voudra s'y soustraire. Et son père, excédé, obtiendra malgré tout un sursis pour son fils. Peut-être a-t-il soudoyé quelqu'un. Mais en tout cas, il obtiendra que son fils obtienne d'un report d'un an son engagement. Et pendant ce temps-là, tu iras sur nos terres dans le delta et tu dois t'occuper de nos terres. Ça va te mettre un peu de plomb dans la cervelle. Et quand le jeune homme part, ayant changé un peu sa tenue, ayant mis des vêtements plus modestes, plus discrets, parce qu'on ne sait pas du tout sur qui on va tomber. La campagne est quand même dominée par le Viet Minh. Les Français, les nationalistes contrôlent à peu près les villes et les grands axes, mais la campagne est au Viet Minh. Il arrive dans son patelin, c'est comme si vous alliez d'ici à Orléans, par exemple, ou dans les environs d'Orléans, et arrivé dans votre village, vous vous rendez compte que, oups, maintenant c'est le Viet Minh qui domine tout d'un coup là. Et ils sont en train de procéder à la réforme agraire pour montrer à la population que s'ils vont avec le Viet Minh, parce qu'il fallait les inciter à aller dans l'armée Viet Minh, les gens ne se précipitaient pas. Le volontariat, ça fait longtemps que plus personne n'avait envie de se faire trouer la peau d'un côté comme de l'autre. Il n'y a qu'à Saint-Germain-des-Prés qu'on s'imagine ça. Donc, il fallait les inciter à se joindre à l'armée populaire. Donc, on leur promettait la terre en faisant la distribution brutale et autoritaire
des terres de certains propriétaires dans le patelin de notre personnage, qui n'a d'autres ressources que de dire qu'il est venu s'engager dans l'armée populaire. Parce qu'on le prend tout de suite pour un espion. On regarde ce qu'il a comme étiquette dans sa chemise, là. Est-ce que c'est une boutique de Hanoï, ça? Avec le micro. Ça peut vous... Quand vous arriviez dans une zone sous contrôle du Viet Minh, ils regardaient les étiquettes de vos vêtements. Si par malheur, ça venait des Galeries Lafayette ou équivalent, ça pouvait vous valoir une exécution sommaire, ça. Ça voulait dire que vous étiez un collabo des Français. C'est arrivé à un ami de mon père, bien avant, en 1947. Émile, lui, va être enrôlé dans une section singulière qui donne le titre à votre livre. Oui, alors au début, comme d'autres jeunes de son village, il est envoyé à pied en Chine parce que dès 1949-50, le Viet Minh envoie ces jeunes gens s'entraîner en Chine, où ils sont équipés, entraînés et idéologisés. Et ils reviennent gonflés à bloc au Vietnam. C'est grâce à ça que le Viet Minh a pu aligner 5 divisions. Jamais il n'aurait pu le faire sans l'aide de la Chine. Mais cette aide de la Chine était soigneusement passée sous silence. C'était top secret. Et Giap, dans ses mémoires, se garde bien d'en parler. Il en parle de temps en temps, mais pas beaucoup. Et donc, au début, il suit une instruction militaire comme tous les autres, mais on a observé qu'il était artiste. Et les artistes sont très précieux dans l'armée populaire parce que la plupart des combattants sont illettrés ou très peu lettrés. Donc, on a besoin de tas visuels. Pas seulement des affiches de propagande, il en faut de celles-là, mais il faut aussi parfois tout simplement des pictogrammes, indiquer que par là, c'est les feuillets. Les feuillets chez les scouts, c'est les toilettes. Un trou. Il faut maintenir l'hygiène quand même. Lavez-vous les mains. Dessine-moi des mains qu'on lave là. Ils sont utiles pour des tas de choses. Il n'y a pas que la propagande. On a besoin de visuels dans tous les domaines. Donc, les artistes qui sont considérés, qui ont droit à une certaine considération, sont intégrés dans ce qu'on appelle des unités de propagande armée. Et la propagande armée, c'est des artistes de tout poil, pas seulement des artistes graphiques, mais aussi des écrivains, des journalistes, des gens sachant écrire et parler, et des artistes, et des musiciens et des danseurs, encadrés par une petite escorte de 12 combattants armés. C'est ça, les 12 fusils. Mon éditeur a cru que ça voulait dire 40 hommes et seulement 12 fusils, parce qu'il a été élevé dans cette vision-là, paupériste. Peut-être que dans le maquis Viet Minh, au début, en 1945, ils n'avaient pas d'armes, mais en 1953, ils en avaient beaucoup, parce que les Chinois leur en donnaient à l'appel et les Russes aussi. Donc les choses ont évolué, mais la propagande prenait soin de présenter l'image à la Robin des Bois, c'est-à-dire nous n'avons rien et nous combattons une armée occidentale ultra bien équipée. Puis il y avait les gentils et les méchants, enfin, c'était assez clair. Il y avait les gentils et les méchants, et l'aviation d'un côté et pas d'aviation de l'autre. Vous observerez aujourd'hui qu'en Ukraine, les Russes utilisent peu l'aviation. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours procédé comme ça. L'aviation, c'est l'Occident, l'aviation. Et dans les caricatures d'un grand caricaturiste soviétique qui s'appelait Efimov, Boris Efimov, qui a été très imité partout dans le monde, l'Occident impérialiste est toujours représenté soit par un businessman avec un gros cigare, soit par un officier ressemblant à MacArthur, un grand maigre avec une casquette américaine. Il a toujours une bombinette à ailettes sous le bras, une bombe aérienne. Ça, c'est la guerre des Occidentaux. Les Russes, les Soviétiques se gardent bien de fournir des avions parce qu'il faut que cette asymétrie soit maintenue. C'est volontaire, ça. Ils ont des avions, mais on maintient ça. Et la propagande se chargeait de véhiculer ça. Alors, il y a un personnage qui est là et qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est Oncle O, qui est dessiné et redessiné. Vous en donnez plusieurs définitions de cet homme, et j'aimerais bien que vous
commentiez ça, vous dites que c'est le leader national communiste barbichu, une allure étudiée de mandarin aux pieds nus, les traits de visage au regard incandescent de révolutionnaire, figure de proue d'un régime draconien et spartiate, et Robin des Bois asiatique. Il était tout ça. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh a été d'abord un jeune homme aventureux, fils d'un petit lettré, qui a choisi de s'embarquer sur un bateau en faisant la plonge à bord pour voyager. Et il s'est formé comme ça, il est allé aux États-Unis, il est allé à Londres, il a travaillé même dans le restaurant d'Escoffier au Waldorf. Il a fait tout un périple, un peu comme les jeunes qui partaient voyager dans les années 60, 50, 60, une sorte de Dean Moriarty vietnamien, là, qui part voyager, et il arrive à Paris. Là, il fréquente les cercles socialistes français, où il rencontre des tas de gens bien, parce qu'il y avait des tas de gens bien qui veulent le bien du monde, là. Et il finit par... il participe au congrès de Tours en 1922, aux côtés, et c'est là qu'il participait à la création, à la scission de la gauche française en parti socialiste, SFIO, et en parti communiste. Il a participé à tout ça. Et puis, lui, il choisit plutôt le communisme et il va à Moscou, où il est logé dans ce très bel hôtel, et il est très, très bien formé à Moscou, et il devient agent. Comme dans le Bureau des légendes, cette série que j'adore, il devient un agent très bien formé. Et il y a des gens très, très intelligents, réussis de tout temps. Donc, il le forme pour devenir un agent du Comintern. C'est-à-dire, où qu'on l'enverra, il répandra à la bonne parole du marxisme. Ce qu'il a fait en Thaïlande, en Chine. Il a changé une dizaine de fois d'identité. Quand vous changez de nom, ça vous assure que ça brouille les cartes. Hein. C'est très compliqué de le suivre. Et il surgit en 1945, après un long parcours au sein du Parti communiste indo-chinois, comme une figure qui tombe au bon moment. Il a le look parfait. Il est, comme je disais, donc, il a le look du lettré, c'est-à-dire la barbichette. Il n'a pas des gros bras musclés. Il est dans une sorte de pyjama qui a des allures d'uniforme. Ça colle bien, mais il n'y a pas des galons et des médailles partout. Ça, c'est pour les réactionnaires et les impérialistes. Il est lettré, il parle français, il s'exprime avec douceur, il écrit des poèmes, c'est formidable ça. Ça, faut pas oublier d'écrire des poèmes. Hein. Hitler n'écrit pas de poèmes, Mussolini non plus, mais Mao, il a écrit des poèmes. Ça ne l'a pas empêché de zigouiller on ne sait pas combien de millions de Chinois, mais poète, ça fait rêver en Occident. Donc, Ho Chi Minh, qui a été très bien formé en Occident, on lui a expliqué, si vous voulez être entendu par les intellectuels en Occident, ne haussez jamais la voix, parlez calmement, soyez instruits, soyez distingués, soyez littéraires. Ils vont craquer, ça va marcher du tonnerre. Ne gesticulez pas, ne soyez pas violents. Non, ça c'est les fascistes. Si vous voulez séduire, et ils le faisaient parfaitement, à merveille. Parce que les Vietnamiens savent faire ça très bien. Les Vietnamiens lettrés. Ils ont été au contact de la France pendant 100 ans, un des pays les plus évolués au monde. Donc ils ont affiné leur finesse au contact d'un peuple très fin, très intelligent. Et les communistes vietnamiens ont été formés par les communistes français et allemands de l'Est. Donc ce n'est pas des brels qui les ont formés. Et tout ça a produit un régime aujourd'hui qui se maintient, qu'on n'entend pas, qui est discret. Ils sont malins. Ils savent qu'il ne faut pas gesticuler comme le cinglé en Corée du Nord. Là. Il faut faire profil bas. Comme ça, citez-moi le nom du numéro 1 au Vietnam. Je ne suis même pas sûr que je sais, moi, mais bon, personne ne le connaît. Parce qu'ils sont discrets. Et donc, les Vietnamiens, les communistes vietnamiens, ont réussi un miracle. Ils ont réussi à faire un pays, le pays dont rêvent les capitalistes les plus libéraux. Un pays où l'État est fort, ne laisse rien passer, tu ne fais pas le malin là, tu ne mets pas en cause l'autorité de l'État et encore moins de la police, tu bosses parce que tu as envie de bosser, tu as envie de travailler, tu as envie de gagner des sous et d'améliorer ton niveau de vie, mais il n'y a pas de syndicat,
tu bosses 12 heures par jour sans broncher. Quand tu as 300 € par mois, tu estimes heureux. Et si tu as un business, un hôtel ou autre chose, de temps en temps, tu as la police qui passe et tu payes le bakshish. Sinon, ils vont te faire chier. Ils vont dire que tes poubelles sont mal rangées ou que tu n'as pas respecté la réglementation X, machin truc. C'est comme ça que ça se passe. Alors, la dernière partie de votre propos n'est pas dans le livre, mais peut-être que ce que l'on voit là ouvre vers ce que vous venez de raconter. Je choisis cette illustration aussi pour marquer la diversité du dessin qui parsème ce livre. Il y a une chose, alors on est à l'époque Dien Bien Phu, bien sûr, en pleine guerre, l'histoire est là, mais je voudrais qu'on termine sur ce livre avec ce dessin qui est plus léger. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la légende qui est en haut, où le jeune homme dit « Pense à déchambrer la cartouche engagée dans ta mitraillette, sinon tu pourrais blesser quelqu'un. » Parce que on est dans un paysage qui est celui que l'on voit, dans un climat de guerre. La guerre est un petit peu loin, mais il y a quand même une mitraillette. Et il y a l'humour. Je trouve que dans vos livres, c'est des sujets graves, douloureux, difficiles, mais il y a toujours une pointe d'humour. Vous aimez même jouer sur les mots. Il y a des jeux de mots dans ici ou là. Là vous vous amusez à... Je sais pas, il y en a qui diraient que c'est sinistre parce qu'on parle d'armes, tout ça. On me reproche souvent de dessiner des armes et d'en parler. Mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Les enfants qui vivent dans des contextes guerriers finissent par s'y intéresser. Donc, je trouve qu'il faut en parler parce que c'est ça aussi. Et que si vous viviez dans un contexte comme ça, vous êtes obligé d'identifier, ne serait-ce que pour savoir combien de murs il faut mettre entre vous et tel ou tel projectile si vous voulez survivre. Hein. Quelle est la pièce la plus abritée dans votre appartement? Qu'est-ce qu'il faudra mettre comme frigo ou comme truc au milieu de là, si jamais ça tire autour? Nous, on pense jamais à ces choses-là. Mais moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et je suis toujours amusé quand on me dit que il dessine des armes. Non, je dessine pas des armes dans les marges de mes... Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je sais bien, c'est ce qu'on me dit parfois. Parce que là, en fait, l'artiste avait très peur que ce monsieur qui appartient à une minorité ethnique l'ait emmené en promenade pour lui faire le coup de la corvée de bois. En Algérie, quand on voulait se débarrasser d'un moudjahidine, on l'emmenait faire un petit tour et il était abattu. Mais ça, on l'a appris en Indochine, les amis. Vos ennemis, faites-les disparaître. On ne va pas palabrer en meurt. Si possible, faites-les disparaître leur corps aussi. Il ne faut pas qu'on les retrouve. Quand mon père avait 18 ans, il y avait les communistes et nationalistes vietnamiens se battaient à couteau tiré et on ne mangeait plus le poisson des rivières qui pourtant sont nombreuses en delta parce qu'il y avait trop de cadavres. Je vais, excuse-moi de revenir à des choses comme ça, mais c'est ça le Vietnam de l'époque. C'était un mélange de très beau. Et ça, ce sont des femmes des minorités ethniques qui ont l'habitude, qui avaient l'habitude de faire certaines ablutions dans les torrents et seins nus, chose qui ne se voit jamais dans le delta. Le delta est prude et dans les minorités ethniques, c'est d'autres mœurs. Et là, on peut faire ce genre de choses. D'ailleurs, les combattants, les jeunes combattants communistes, ou enfin dans l'armée communiste du Delta, n'étaient pas habitués à ce genre de choses. Ils étaient très jeunes et pour eux, c'était une source d'émerveillement et ça avait un côté érotique qui ne leur échappait pas. Mais c'est une tradition là-bas. Et donc, le jeune homme craint pour sa vie. À un moment, il a cru que le vieux bonhomme allait le zigouiller. Donc, il avait engagé une cartouche dans son pistolet mitrailleur, qui est le terme plus exact. Donc, dans ces 4 livres, on les a feuilletés sans doute un peu rapidement, mais c'est pour nous donner une idée. À chaque fois, vous avez dans ce dernier, c'est l'adulte qui vit, qui raconte une histoire de fiction. Dans les précédents, c'est toujours un point de vue d'un enfant ou d'un adolescent qui est rapporté par un adulte. Vous, quel est le plus difficile ou le plus facile? Est-ce que c'est
de se retrouver enfant, de dessiner à hauteur de l'enfant que vous avez été? Est-ce que c'est plus facile de dessiner maman, papa, ou de dessiner le président Diem ou Ho Chi Minh et Kennedy? Ou qu'est-ce qui est le plus agréable, plus facile? Ou tout est difficile, peut-être, je ne sais pas. Ou tout est facile. Alors, non, rien n'est facile dans ce boulot parce que, à moins d'être un virtuose du dessin, ce que je ne suis pas, et il y a plein d'étapes. On fait des crayonnés, enfin des brouillons. Ça vient pas tout seul. Au début, quand on commence, on est super crispé, alors on fait des choses très raides, et puis on commence à se chauffer. Chaque sujet présente ses difficultés. Il y a bien sûr parfois, quand on trouve une bonne photo, ça fournit un bon décor pour l'arrière-plan. Donc là, c'est plus facile. Mais on surmonte tout ça. Vous savez, une fois que c'est fait, vous oubliez absolument toute la peine que vous avez eue à faire une page. Comme je pense les écrivains peinent sur une page, puis ils oublient, ça fait partie du boulot, quoi. Je sais pas si il y a pas de chose plus. Ce qui est difficile parfois, c'est la continuité des personnages. Dans une BD, vous devez avoir des personnages qu'on reconnaisse d'une page à l'autre. Il ne faut pas que votre personnage qui a 8 ans à la page 1, à la tourne, comme on dit en édition, à la page suivante, ait pris 10 ans et qu'il ait l'air d'avoir 22. Ça arrive souvent. Ça, c'est le genre de choses qu'on doit surveiller. Et c'est le boulot aussi on n'est pas seul, heureusement. Oui. Il y a alors, pour ce qui est du visuel, ce sont des directrices ou des directeurs artistiques. Et il y a un lien très fort entre le dessinateur et sa directrice, ce sont les directeurs artistiques, parce que c'est eux qui vous disent fais gaffe, là, ton personnage, on ne le reconnaît pas. Ou attention, il y a une pliure là du livre et tu m'as mis un truc important en plein milieu. C'est ça qu'on fait dans tout le travail. Il y a tout un travail pour chaque commande ou travail personnel qui est sous forme de crayonnés, des brouillons. C'est après, ensuite, qu'on passe à la mise au propre. Donc, chaque étape comporte ses difficultés, mais on oublie après les efforts qui ont été faits. Dans votre travail artistique, la part vietnamienne de votre personne, de votre personnalité, mais de votre personne, a pris le dessus. Vous êtes beaucoup plus tourné du côté de l'Asie et du côté du Vietnam que de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait cette inclination? C'est un choix? C'est le regard des autres qui vous agace, ou les bêtises et les contre-vérités que vous avez pu entendre? Vous avez envie d'amener votre voix? Qu'est-ce qui fait cette inclination vers le Vietnam et que vous n'êtes pas tourné, je ne sais pas, vers d'autres continents et d'autres lieux? Alors au début, il y a une raison toute simple, c'est que quand vous débarquez dans le monde de l'illustration et de la BD, c'est deux activités très parallèles, hein. Souvent, on a ces deux casquettes. On passe de l'une à l'autre. Il y a le travail pour la jeunesse aussi, il y a le travail pour la presse. On mange à tous les râteliers si on veut gagner sa vie dans ce métier. Et donc, au fond, j'ai illustré toutes sortes de choses. L'Asie et le Vietnam, c'est une partie. Parce que si vous ne faites que des sujets asiatiques, vous n'arriverez pas à travailler tous les jours. Donc j'ai illustré des tas de choses. Là, on voit... Comme illustrateur. Mais comme illustrateur. Mais alors, je me suis rendu compte aussi que pour se démarquer des autres, parce que c'est comme en musique, si vous chantez comme Bob Dylan, ça ne marchera pas, il faut trouver votre style. L'univers compte aussi. Donc si je me positionne comme spécialiste, par exemple, de l'Asie, non pas que je connaisse tout, non, mais je sais chercher, je sais me documenter, ça peut m'apporter du boulot. Donc il y a cette spécialisation aussi qui permet d'être identifié comme celui qui pourrait traiter ce sujet. Un jour, par exemple, on m'a demandé d'illustrer un livre de Michel Kahn qui s'appelle Shanghai la Juive. C'était chez Plon, je crois, je ne sais plus. Très beau sujet sur les Juifs d'Europe centrale et d'Allemagne, d'Autriche, qui ont fui avant la guerre et pendant la guerre, la Deuxième Guerre, vers Shanghai,
où ils ont constitué une large communauté parce que la Chine était un des rares continents à accepter les fugitifs sans visa. Et donc, ça, c'était un sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'est un exemple. Je me suis spécialisé dans l'Asie et dans l'histoire du Vietnam parce que, comme vous avez pu le sentir, parfois, le traitement dont ont fait l'objet les Vietnamiens non communistes, et je dis ça pas forcément anticommunistes, on n'est pas forcément ou communiste ou anticommuniste. On peut être comme en France, il y a 1000 nuances entre les deux. Et on est parfaitement capable d'avoir ces nuances. Il y a toujours eu 1000 nuances politiques au Vietnam, bien que ce soit autrefois, c'était une monarchie. Donc, c'est pour apporter une autre vision de la guerre du Vietnam que j'ai fait mes premiers bouquins. Parce que, oui. Votre condition de métis vous aide à ça aussi. Oui, bien sûr. C'est aussi parce que le fait d'être en exil, nous sommes des exilés au fond quand même si nous avons eu la chance de venir en France, nous sommes quand même des exilés. Et notre place était au Vietnam. J'ai été vietnamien jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai pu opter pour la nationalité française en vertu d'accords passés avec la France et entre la France et le Vietnam autrefois. Mais quand le Vietnam est tombé en 75, j'avais 18 ans, donc j'ai opté pour la nationalité française. Mais une part de moi est restée vietnamienne. Et cette part-là, maintenant, je me permets de la cultiver. Je me suis remis à l'apprentissage de la langue. J'en ai marre de ne pas parler ma langue. Vous allez au Vietnam? J'en reviens là, j'y suis allé il y a 2 mois. J'aime beaucoup aller là-bas. Et les méchancetés que je dis sur le régime, comment dire, quand je suis sur place, je fais moins le malin. Parce que d'abord, je ne veux pas indisposer ou attirer des ennuis à ceux qui ont la gentillesse de me recevoir. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Mais il y a aussi que j'ai bien conscience que l'Asie n'a connu que l'autocratie dans toute son histoire, que les faibles lueurs de démocratie pluraliste sont très récentes et très fragiles. C'est l'autocratie qui a toujours été le régime de la Chine, du Japon, de toute l'Asie. Donc, je crois que les changements, s'ils surviennent, se feront en douceur. Je ne souhaite pas de révolte armée, de trucs comme ça. Ça va, on a déjà donné. Je ne le souhaite pas du tout. Oui, j'aimerais bien être publié au Vietnam. J'allais vous le demander. J'aimerais bien, parce qu'au fond, je travaille comme si j'étais resté là-bas un peu. Et j'écris surtout pour les Français. Parce qu'au Vietnam, les gens qui ont vécu cette période savent, il n'y a pas besoin de leur expliquer qui sont les méchants et les bons. Ils savent très bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, puis vous donnez des indications qui nous sont nécessaires et qui ne le seraient pas. Oui, qui ne sont pas nécessaires pour les lecteurs vietnamiens. Vous et la littérature vietnamienne, vous suivez ce qui se passe, ce qui sort, vous lisez, vous vous intéressez. Vous avez fait beaucoup de couvertures de livres traduits. J'ai souvent illustré les couvertures de romancières et romanciers vietnamiens. Certains sont dissidents, à qui j'ai rendu visite au Vietnam. Vous pouvez aller au Vietnam et rencontrer des dissidents dès lors que vous ne faites pas trop de bruit et que ça reste discret et raisonnable, ça va. Et je lis, j'essaie de lire. Vous les fréquentez, vous les connaissez, certains d'entre eux plus que d'autres? Oui. Là, quand j'étais au Vietnam, je suis allé voir un monsieur qui lui est spécialiste de la culture du Sud. Ça, je suis très amusé et intéressé et content de voir. Il y a un fort sentiment de particularisme au Vietnam du Sud, mais ça ne veut pas dire qu'on veut faire la scission et diviser. C'est pas du tout ça. Il y a une revendication. Après 75, le Sud a été prié de marcher au pas, et il y a une sorte de la culture propre au Sud qui fut vraiment brillante pendant 20 ans, entre 54 et 75, à tout point de vue, a été occultée. Mais ceux qui connaissent ces choses
voit très bien au Vietnam, par exemple, dans l'architecture. Ce qu'on appelle l'architecture moderniste au Vietnam. Il y en a partout. Il y a eu un style, on appelle ça le style Spirou parfois, pour les amateurs de BD. Il y a une sorte de style moderniste vietnamien que vous voyez partout dans le sud, le centre, qui a échappé au nord, parce que le nord, pardonnez-moi, vivait misérablement, et donc il ne construisait quasiment rien, à part peut-être quelques blocos. Et au sud, on a construit énormément, avec un dynamisme et une exubérance folle. Et ce n'est pas uniquement grâce au fric des Américains, certainement pas. Au plan artistique, musical, littéraire, et même la presse était 10 fois plus libre au sud qu'au nord, mais incomparablement. Bien sûr, de temps en temps, on se faisait taper sur les doigts parce qu'on avait fait une caricature qui déplaisait au président Iem Thi ou au général Ki, mais c'était rare. Pour preuve, au sud, pendant toute la guerre dite du Vietnam, de 61 à 75, nous avions en permanence au moins 300 correspondants étrangers venant de tous les pays du monde. Dans les périodes de crise, quand ça chauffait, par exemple le TED 68, ça montait à 800. 800 correspondants circulant parfaitement librement, pouvant sauter sur un hélico américain ou vietnamien pour aller n'importe où, dans n'importe quelle unité, sans frein. Au point que maintenant, on a ce qu'on appelle des journalistes embarqués, parce qu'on a compris combien ça pouvait être dangereux d'emmener n'importe quel journaliste n'importe où. Parce que si vous avez un journaliste qui a son idée préconçue en arrivant au Vietnam et qui veut démontrer que cette guerre est terrible et horrible et que les impérialistes blancs sont en train de massacrer tout le monde, ils vont trouver des images dégueulasses à publier. Aucun problème. On va leur donner un prix Pulitzer même. Mais au Nord, si vous voulez faire ça, jamais, jamais. Ils contrôlent les visas et vous rentrerez au Nord-Vietnam seulement si vous appelez, j'oublie les noms, si vous avez fait un reportage à Cuba d'abord, où vous avez montré combien c'est chouette à Cuba, ou à Alger, en 62, capitale des révolutions. Là, vous allez être bien vu. Et vous allez faire des reportages magnifiques montrant l'héroïsme du peuple vietnamien, parce qu'il y en a de l'héroïsme au nord comme au sud, en veux-tu, en voilà. Sauf qu'on ne vous montrera pas tous les autres trucs qu'on ne veut pas vous montrer. Et vous serez très peu nombreux. Moi, je les collectionne. J'ai ma petite liste des correspondants, journalistes et photographes français de grand renom, les Marc Ribot, les noms reviendront après, qui ont été admis au Nord-Vietnam. Il y en a très peu. Et si vous comparez avec la liste de tous les pays qu'on a admis au Sud sans restriction, guerre asymétrique, si on parle de guerre asymétrique, là, vous en avez une, là, aussi. Alors, on est repris par le temps. Une toute dernière question, le Vietnam et la BD. Aujourd'hui, oui. Oh, il y a plein de trucs, sûrement. Je plaide coupable parce que même en France, vous savez, la BD a toujours été pour moi un moyen d'expression. Mais j'ai grandi en Angleterre avec la pop. Et bon, j'écoute moins la pop de nos jours. Mais j'ai jamais eu cette passion pour la BD et le polar, d'ailleurs, qui sont les deux passions françaises. Je regarde de loin en loin, mais c'est pas comment dire, je viens du livre et c'est dit sans aucune espèce de prétention. La bande dessinée, vous êtes auteur de BD, mais pas lecteur de BD. Quand je me retrouve avec mes confrères ou mes consoeurs en BD, ils sont consternés par mon manque de culture BD. Ils sont affligés. Et puis les querelles internes, je m'en moque complètement. Donc, la BD au Vietnam, je crois qu'il y en a. Peut-être, on m'avait proposé d'aller à Hanoï il y a un an pour animer un atelier BD pendant une semaine. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller pour des raisons familiales. Mais oui, elle existe, elle se développe. Merci beaucoup, Marcelino. C'est moi qui vous remercie. Truong. Oui. Merci beaucoup.